Le fait de dire à ma mère, tu sais quoi, non seulement je vais pas mourir, mais en plus je vais être ingénieur informaticien, bah elle, ça la faisait kiffer. Et puis bah moi je me disais, tu vas faire quelque chose de ta vie, alors que ton père te disait que tu serais une sombre merde, et qu'en plus on vient de dire que tu vas mourir. En vérité, on est tous, en fait on est toutes et tous des belles personnes. Personne qui est plus extraordinaire qu'une autre, en fait on l'est toutes et tous. Mais il faut juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut lever la tête et prendre conscience, quoi, du monde dans lequel on vit, de qui on est, de la place qu'on a là-dedans, et en fait de tout le potentiel. Et arrêter de se mettre des barrières, voir que le côté négatif, le verre à moitié vide, c'est vrai. C'est pas que des mots, en fait. Ça peut te permettre de pas mourir, potentiellement. Ça peut te permettre de faire un métier qu'on a dit que tu ferais jamais, potentiellement. Ça peut faire que le gamin de 6 ans regarderait celui de 43 en étant fier, tu vois. Donc c'est pas une phrase sur Facebook, c'est une réalité d'une vie, quoi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Est-ce que rien n'est impossible ? Quand on écoute l'histoire d'Arnaud, cela a de quoi faire réfléchir et nous faire lever nos barrières. J'ai rencontré Arnaud dans ma vie d'avant. Ma vie de directrice marketing internationale. Je le connaissais assez peu, mais c'est un homme qui rayonne d'une chose en plus. Un peu comme Olivier Garibaldi que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Quand on écoute leur parcours, la vie ne leur a pas réservé de cadeaux, mais ils ont réussi à transformer tout cela en une force. Avant de vous en dire un peu plus sur Arnaud, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître Pourquoi pas moi, en parlant autour de vous et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Arnaud. Après une enfance difficile, il s'engage à 16 ans à l'armée. Un terrible accident le condamne à mort, mais il ne l'entend pas ainsi. Il va donc se battre, se réinventer pour vivre et surtout pour que sa maman ne l'enterre pas. Arnaud gagne des batailles face à la maladie et reprend ses études en informatique. Il est aujourd'hui l'une des personnes les plus reconnues dans l'univers du digital, en exerçant plusieurs activités complémentaires. Conférencier, professeur, consultant et Chief Digital Officer. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît ? Alors, l'objet que j'ai devant les yeux, c'est une petite poupée pop. Une poupée pop qui représente Naruto, qui est un personnage de manga. Assez connu quand même, parce que je pense que ça doit être un des 2 mangas les plus connus sans doute sur la planète aujourd'hui. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il a toute une histoire que je vais pas raconter, ça prendrait trop de temps. Mais il démontre à lui seul que rien n'est impossible, qui est une thématique qui est chère, je sais, à toi et à ton podcast. Et il a une histoire qui fait que voilà, c'est quelqu'un qui est assez détesté dans son village quand il est gamin pour des raisons bien précises et qui va avoir un indo très fort et il va dire bah non, moi je vais protéger les gens de mon village et je vais devenir le chef de ce village et je vais devenir quelqu'un de bien, de respecté. Et à force de volonté et par l'exemple qu'il va donner, il va finir par réussir voilà à faire ça. Il a un indo donc très fort. C'est quoi un indo du coup ? En fait, un indo, pour moi, dans ma définition à moi, j'ai pas Wikipédia, j'ai jamais cherché à savoir comment c'était expliqué ailleurs, mais c'est un ensemble de choses qui constituent à la fois tes valeurs, mais aussi une ligne directrice que tu donnes à ta vie. Et tu te donnes tous les moyens, en fait, pour suivre cette ligne-là. Voilà. Et donc, moi, dans ma vie, j'ai eu 2 nindos successifs très forts. Ouais. Et effectivement, cette notion de nindo est importante pour moi et j'essaie d'ailleurs de la transmettre aussi à ma fille. Ok. On va en parler. Donc aujourd'hui, tu es un jeune papa, mais avant, j'aimerais bien qu'on aille dans ton enfance, qui, je crois, n'a pas été très simple. Savoir où est-ce que tu as grandi. J'ai grandi jusqu'à 10 ans et demi à Brest, en Bretagne. Je suis né à Brest et j'ai eu effectivement une enfance assez compliquée, mais parce que j'avais un de mes parents, en fait, un père qui était quelqu'un qui a été assez dans la maltraitance plutôt morale, en fait, et de façon très dure, et qui nous a souvent dit justement tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et donc quand vous grandissez avec quelqu'un qui vous dit tous les jours de votre vie que tu y arriveras
gagneras pas, que t'es le plus mauvais, c'est compliqué pour un enfant parce que ça s'inscrit très profondément dans ton cerveau. Ensuite, on est passé de Brest à une banlieue assez compliquée à Paris, et donc le passage comme ça de Brest à 10 ans à cette banlieue a enfoncé encore un petit peu tout ça, et je me suis retrouvé dans un endroit dans lequel j'avais pas trop ma place, et à la maison non plus, et donc je me suis plutôt fait après à travers le sport. En fait, très vite je me suis dit je vais faire du sport. Tu faisais quoi du coup comme sport? En fait, je faisais beaucoup de sports différents, donc je faisais beaucoup d'arts martiaux. En fait, je me suis inscrit dans beaucoup de clubs pour faire des différents arts martiaux, et que je pratiquais aussi avec des amis qui en faisaient, et puis j'ai fait aussi énormément de basket, okay. Du football, de l'athlétisme, de l'escalade, quand je pouvais l'été, canoë-kayak, escalade, canyoning, spéléologie. Et en fait, j'étais capable de sécher les cours pour faire du sport, mais vraiment je suis devenu un passionné de sport, et je me suis fait à travers ce sport, et c'est là donc que j'ai un peu trouvé ma place. D'accord. Mais du coup, quand tu dis que t'as trouvé ta place, c'était pas ta place pour le boulot, c'était ta place vraiment en tant qu'homme. Ouais, en fait, c'était surtout que à la maison, je la trouvais pas. Au collège, quand j'étais jeune non plus, et en fait, c'est vrai que dans le sport, j'arrivais à performer, et donc à être quelqu'un, à être reconnu. C'est cette reconnaissance qu'on cherche quand on est gamin, en fait. Et quand on est enfant, on a besoin de reconnaissance. Quand on est adulte. Oui, mais quand on est gamin, on a besoin de se l'entendre dire. Après, avec une forme de maturité, on en a plus autant besoin. On a besoin de la ressentir, mais on a moins besoin de l'entendre. Et quand on te le dit pas à la maison, et qu'on te le dit pas non plus ailleurs, t'as besoin de l'avoir. Et donc, quand j'étais gamin, je l'ai eu à travers le sport, et ensuite en tant que militaire aussi, quoi. Ouais. Parce que du coup, donc t'as eu une enfance, adolescence. C'était quoi donc tes passions, c'était le sport. Quand t'étais petit, est-ce que tu disais quand je serai grand, je ferai tel métier? Quand j'étais petit, pour être franc avec toi, j'avais du mal à me projeter à cause de ce que je te disais, et puis parce que effectivement j'avais un père qui avait tendance à me dire le contraire, à savoir t'y arriveras à rien. Donc je me posais surtout la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça plus tard, quoi. Est-ce que j'avais des rêves? Justement pas tant que ça. Enfin, mon rêve c'était de m'en sortir. Pour être franc, il était très basique en fait, quoi. C'était juste déjà de m'en sortir. Donc, il y avait une notion de survie très tôt. La survie vis-à-vis d'un père qui est alcoolique, et puis qui est dur avec nous, et puis la survie de l'environnement, quoi. Donc m'en sortir était mon but ultime, et je me demandais comment j'allais faire. C'est pour ça que le passage après à l'armée a été mon premier, même le sport m'a renforcé, et après, parce que c'est du mental le sport, c'est pas que du physique, quoi. C'est surtout du mental, hein. Ouais, voilà, c'est surtout du mental et le physique. Et quand on sent justement ce couple-là qui commence à naître, mental-physique, qui s'est sublimé encore après dans mon corps d'armée, là oui, effectivement, je me suis dit, tiens, tu peux devenir quelqu'un. Tu peux. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Mon père travaillait en fait au PTT, donc, et puis ensuite il est passé chez France Télécom, et ma mère était une représentante commerciale de la société Haribo. Seule commerciale de la société Haribo femme à l'époque. Génial. Et première commerciale de France, ça a été la meilleure commerciale. Donc elle m'a très vite appris un peu les techniques commerciales, et j'étais passionné, j'étais très proche de ma mère, et j'étais assez passionné par son métier de commercial. Donc ça voulait pas dire que je pensais pas pouvoir l'être plus tard, mais en tout cas très vite elle m'a donné des techniques, et je me suis rendu compte adulte que j'utilisais les techniques dont elle me parlait quand j'étais gamin. D'accord. Et donc à 16 ans, soit tu disais dans une interview que tu avais donnée, soit c'était la délinquance, soit c'était l'armée. Oui, le problème c'est que la banlieue dans laquelle j'étais effectivement était une banlieue réellement très dure, et dans laquelle, à mon avis, il faut choisir ton camp. Pas ton camp entre les gentils et les méchants, hein. C'est ton camp tout court à l'intérieur de tout ça, quoi. Et effectivement, je dois l'avouer, oui, il y a eu une période où les gens que j'avais autour de moi étaient plutôt... Alors, j'étais pas quelqu'un de mauvais, j'étais pas quelqu'un qui cherchait à faire des bêtises, mais le fait est que quand tu suis les copains qui en font, là, tu finis par en faire. Et j'avais un oncle colonel André Leroux, très grand colonel de l'armée française, qui à un moment donné a dit à ma mère, écoute, là, Arnaud, il faut qu'il choisisse, quoi. Soit il va terminer en tôle un jour, soit maintenant il arrête ses bêtises. Et j'ai passé le concours des grandes écoles, et j'ai été reçu, et je suis parti à l'ENTSOA, à Issoire, en fait, à l'École nationale technique des sous-officiers d'active à 16 ans. Et donc j'étais élève sous-officier d'active à 16 ans.
Et je suis sorti de la banlieue comme ça aussi, quoi. Ok. Et donc, t'es resté combien de temps dans l'armée? Pas très longtemps en vérité, puisque après je peux pas en parler énormément et il y a des choses que je ne peux hélas pas dire ni expliquer, mais il m'est arrivé quelque chose à 17 ans et quelques mois, et qui a fait que j'ai terminé à l'hôpital et dans donc un lit d'hôpital. Donc c'est suite à quelque chose qui s'est passé à l'armée? Oui, tout à fait, okay. Tout à fait. Et en fait, une blessure a provoqué un traumatisme qui a stimulé un gène qui a fait que j'ai eu une maladie génétique qui était, on va dire, latente, qui était en moi, mais qui s'est déclenchée en fait fortement d'un coup et qui a rongé mon corps en quelques mois, et donc j'ai été alité pendant 18 mois. Et ensuite 3 ans et demi en fauteuil roulant. Et là, il y a eu un moment hyper charnière parce qu'on a annoncé à ta maman qu'en fait tu survivrais pas. Oui, exactement. En fait, à l'hôpital dans lequel j'étais traité, dans un service déjà assez compliqué. J'étais jeune dans un service où il y avait des gens qui mouraient fréquemment autour de moi. Un jour, j'étais dans la chambre 210, du côté de la fenêtre, et le docteur a dit à ma mère qui était là au bout de mon lit, et lui a dit profitez bien du 210 fenêtre parce qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, quoi. Et là, ma mère s'est énervée. En fait, moi, j'ai essayé de me lever et de lui en mettre une tellement j'étais énervé, mais j'ai pas réussi. Et ma mère lui a mis un coup. En fait, elle s'est énervée. Et voilà. Et donc là, j'ai entendu un médecin dire à ma mère, effectivement, qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre, à passer avec son enfant. Et en fait, j'ai pas été touché par le fait que potentiellement j'allais mourir. J'étais touché parce que je me disais, ma mère va pas supporter ça, quoi. Tu peux pas laisser ça se faire, quoi. C'est pas possible. C'était donc du coup c'était plus, enfin j'imagine pour toi c'était hyper difficile, mais tu pensais avant tout à ta maman de se dire elle peut pas perdre son fils. En fait ouais, la pensée qui était prégnante en fait dans tout ça, c'était je ne peux pas supporter que ma mère ait à m'enterrer. Ce qui était beaucoup plus fort, j'ai jamais eu peur de la mort, etc., vraiment. Et puis mon passage à l'armée aussi m'avait fait travailler ce sujet-là, et j'avais pas peur en fait. J'avais mal. À la rigueur, potentiellement la mort pouvait, pourquoi pas, arrêter ce cycle de douleur, ok, mais il était hors de question qu'en fait ma mère m'enterre, je pouvais pas, quoi. Et donc quand je te parlais de Nindo tout à l'heure, ce qui s'est ancré en moi à ce moment-là, la pensée première qui est devenue une ligne directrice, c'est non, tu peux pas laisser ta mère t'enterrer, c'est pas possible, c'est pas de l'ordre du possible, quoi. Tu peux pas laisser ta maman t'enterrer, elle ne survivra pas à ça. Donc, comment t'as fait pour déjouer ce que le pronostic des médecins? Écoute, de par ce que je t'ai dit avant tout à l'heure, tu devines que j'étais pas un grand intellectuel, mais bon, je savais que quand je me mettais sur un sujet, j'avais les capacités de le comprendre a priori. Et en fait, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me nourrisses intellectuellement. Et donc, je lui ai demandé de m'acheter des livres. Et j'avais commencé à copiner avec les internes, les externes de l'hôpital. Bon, j'ai changé d'hôpital parce qu'en fait, une fois qu'on a foutu un coup de tête à un professeur, on n'est pas bien vu dans cet hôpital. C'est bizarre. Donc voilà, donc on a changé d'hôpital et là, je suis tombé sur un professeur sympa à qui on n'a pas eu besoin de mettre un coup de boule. Professeur Papeau, quelqu'un de très bien qui s'occupe de tout ce qui est médecine interne à l'hôpital Bichat, quelqu'un vraiment qui mérite d'être connu. Et ensuite, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des livres. J'ai demandé aussi aux internes, aux externes de me donner leurs livres de médecine. Et j'ai commencé à apprendre des choses. D'abord, comprendre ma pathologie, ce qui m'arrivait, mon corps. Mais en même temps, renforcer mon esprit. Entre autres, je lui ai demandé de m'acheter la Bible, le Coran, les hymnes du Veda, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme. Et quand je suis tombé sur le taoïsme, il y a eu un déclic en moi. Quand j'ai commencé à lire un petit peu tout ce qui constitue la voie du Tao, je me suis dit, tiens, à travers cette voie-là, voilà, moi je suis pas quelqu'un de croyant. T'as pas de religion. J'ai aucune croyance, aucune religion. Et là, on est plutôt dans l'ordre de la philosophie, le mindset, la façon de. Et en fait, à travers cette voie-là, je me suis dit, tiens, si tu matches ça, si tu couples ça avec tes propres moyens, ton cerveau, ton mindset, ton besoin de sortir de cette maladie-là, et de durer dans le temps, en fait, de façon à ce que ta mère ne t'enterre pas, et que en même temps tu comprends la médecine, ton corps, etc., en couplant tout ça, peut-être que tu peux t'en sortir, malgré ce que les médecins disaient, à savoir, tu vas être aveugle, tu marcheras plus, et tu vas mourir. Et en fait, là, j'ai décidé de rentrer dans un espèce de match de boxe, en fait, contre ma maladie. Et à qui j'ai donné une forme et un nom quasiment. Et en fait, je lui ai dit, toi, je vais te battre, mais je sais que je pourrais pas te mettre KO, c'est pas possible. Parce que c'est une maladie que t'auras à vie, du coup. En fait, ouais, c'est une maladie chronique de système, donc qui s'attaque
tout le système. Et effectivement, personne ne enfin, voilà, elle est là. Elle est là pour la vie. Elle ne part pas. Mais il fallait quand même que je la batte, que je lui dise non, je suis plus fort que toi. Donc en fait, tu vas pas affecter ma vie. Et ça a pris des années, des années et des années. Mais sauf qu'on m'avait donné quelques mois. Et au bout de plusieurs années, quasiment 8 ans, effectivement, un jour, on m'a dit, bah voilà, certes, tu es allé là, certes, tu as des séquelles de cette maladie, mais là, à ce jour, pour nous, tu es en rémission totale et de façon inexpliquée. Il n'y avait pas d'explication en 2001 à ce que je sois aussi bien. Et donc, il m'a fallu 8 ans pour vraiment combattre et battre ma maladie au point. Et du coup, comment tu faisais concrètement C'était un ensemble en fait de choses. Alors, je vais donner un exemple très très précis. On me donnait de la cortisone pour que j'ai plus mal. On me disait tu manges pas de sel et je disais bah si, moi si j'ai envie de manger un truc salé, je le mange. Voilà. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Malgré ce que vous, la médecine, vous dites. De toute façon, vous dites que je vais mourir. Donc autant que je le fasse. On est d'accord. Et donc ce que vous pensez impossible, bah, je vais le faire. Et non seulement je vais le faire, mais en plus je vais réussir. Et vous pensez que je vais mourir, bah pas de bol, je vais vivre. Puis en plus, je vais vous regarder droit dans les yeux, je vais vous dire, vous avez vu, je vis encore. Et ça le fait rien quand c'est une journée, 2 journées, et quand c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, puis 4 ans, puis 8 ans. Bah au bout d'un moment, ils sont obligés d'accepter que ce qui était impossible est devenu possible et que c'est réel, surtout. Et ensuite, pour te donner un autre exemple. Beaucoup d'exercices aussi de méditation, découpage mental de mon corps, des techniques. C'est quoi le découpage mental du corps? En fait, c'est le fait de purger en fait ton corps de l'intérieur d'une manière qui est vraiment très mentale. Et en fait, bah moi quand j'étais alité, que je bougeais pas dans mon lit, c'était assez facile pour moi de me concentrer, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il s'agit de se concentrer suffisamment pour ressentir toutes les parties de son corps, voilà, et essayer d'aller déceler en fait ce qui se passe à l'intérieur de bien et de mal, et de se focaliser en fait sur le bien-être, ce qu'on ressent de bon, de bien. Par exemple, respirer, on a tendance à oublier qu'on respire et que ça provoque une sensation. Et en fait de se purger comme ça mentalement. Alors c'est pas ésotérique, hein. C'est pas, bien sûr que le fait de faire ça fait qu'une heure après t'es pas là en train de marcher, on n'est pas à Lourdes, quoi. On est dans un hôpital, t'es là, t'entends la tuyauterie, les gens qui sont en train de vomir à 3 chambres de là, enfin bref, la réalité autour de toi, c'est pas ça, quoi. Mais quand même, au bout de, encore une fois, plusieurs mois, plusieurs années, bah la différence, c'est que tu vis. T'es resté combien de temps du coup à l'hôpital? À l'hôpital, en fait, je suis resté vraiment au début 1 an et demi, sans quasiment de façon ininterrompue. Ensuite, ça a duré des années, des allers-retours en fait entre chez moi, l'hôpital. J'ai failli mourir 3 fois. Heureusement, j'avais une chienne, un husky, qui m'a sauvé la vie en hurlant, en appelant soit ma famille, soit mes voisins une fois, pour qu'on vienne me chercher, m'amener à l'hôpital avant parce que je faisais un coma. Donc, il m'est arrivé plein de choses pendant des années, tellement de choses que ça pourrait remplir 800 pages, ce qui m'est arrivé à l'hosto entre l'hôpital et chez moi. Mais à chaque fois, je m'en sortais. Et alors, il me détestait à l'hôpital parce que je signais des décharges. Parce qu'en fait, j'avais pas le droit de sortir. Moi, je disais rien à faire. Si je veux sortir, je sors. Parce qu'en fait, encore une fois, je fais ce que je veux. Et c'est ça qui m'a... Et en fait, c'est cette façon de parler, c'est la volonté, en fait, de faire ce que j'avais envie de faire, qui, moi, m'a permis, en fait, de continuer à vivre. Par exemple, je me suis formé, parce que moi, j'étais militaire, parce que il y avait que le sport. Moi, de façon de job de militaire, c'était fini, j'imagine. C'était terminé de chez terminé. Et déjà, le fait de pouvoir me lever pour aller aux toilettes, c'était comme si j'avais fait un triathlon. Et en fait, non, clairement, ce qui m'a aussi sauvé, c'est le fait de dire, bah, je vais continuer à faire des études maintenant. Et donc j'ai passé 1 diplôme, 2 diplômes, 3 diplômes de l'hôpital. Donc tu t'es reformé à l'informatique? À l'informatique, Pourquoi tout à fait. l'informatique? Parce que il y avait 2 choses, c'est que j'avais un ami jeune qui avait toujours des ordinateurs, et j'avais eu un ordinateur aussi moi assez jeune, et j'aimais bien ça, voilà, basiquement, et j'avais que les bras et la tête qui marchaient moi à l'hôpital. Donc à un moment donné, ben quand t'as un clavier et une souris, tu peux faire quelque chose, tu vois. Il y a plein d'autres choses que tu peux pas faire. Donc je me suis dit bah pourquoi pas ça, et pourquoi pas demain être informaticien. Là, à l'époque, il y avait la fameuse chanson « Je suis ingénieur informaticien ». En fait, ça faisait marrer les gens, mais c'était un métier qui était effectivement bien coté. Et le fait de dire à ma mère « Tu sais quoi, non seulement je vais pas mourir, mais en plus je vais être ingénieur informaticien », bah elle, ça la faisait kiffer. Et puis bah moi, je me disais « Tu vas faire quelque chose de ta vie, alors que ton père te disait que tu serais une sombre merde, et qu'en plus on vient de dire que tu vas mourir ». Bon,
Donc et j'ai réussi. Je suis rentré quand même dans ce domaine-là maintenant. Ouais, il y a, là, je suis vieux. Il y a 24 ans, en 96, et voilà. Et j'ai réussi à rentrer dans ce milieu-là. J'ai commencé mon premier job en fauteuil roulant, avec mon husky qui me traînait, parce qu'elle avait un harnais. En fait, c'était comme si elle avait un traîneau derrière elle. Et je dormais là où je travaillais. Comme ça me faisait gagner du temps. Et je bossais 18 heures par jour parce que je voulais être le meilleur, quoi. Ouais. Et comment, du coup, tu vivais cette période-là? Comme si j'étais en mission, comme si j'étais un militaire encore, quoi. J'étais en mission, en fait. C'était mon indo. Donc, encore une fois, mon but, c'était de m'en sortir suffisamment pour dire que ma mère m'enterrerait pas. Donc, tous les jours de ma vie, quand je travaillais 18 heures sur un code informatique, en fait, je me disais, tout ça contribue à le fait que tu vas t'en sortir et que tu vas réussir ta vie et que ta mère, elle va te regarder grandir et qu'elle va pas t'enterrer. Ouais. Et du coup, ta maman, comment elle a vécu cette période-là? Ben, ma maman, en fait, après, ce qui est un peu plus... c'est très positif, ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce qui est moins fun dans l'histoire que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on va me dire que ça y est, je commence à aller mieux, ma mère, elle, va déclarer un cancer, puis d'autres problèmes de santé liés au cancer, et que au bout de quelques années, en fait, elle va en partir, et elle va décéder chez nous, chez moi, en me tenant la main. Et donc, je vais perdre celle qui m'a donné aussi la force d'y arriver. Et donc, pour te répondre, comment elle l'a vécu, elle était jeune encore. Moi, j'avais 25 ans et elle avait, elle était jeune en fait, ma mère, quand elle est partie. Et donc ouais, c'est un moment qui est compliqué. Et comme je le dis souvent, en fait, c'est ce qui est dur, c'est que c'est un beau et triste moment. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'en fait, arrivé là, le nindo qui était que ta mère t'enterrera pas, qui est aussi important pour elle en fait, est effectif. Ouais. Effectivement, elle ne t'enterrera pas. Et je me rends compte à ce moment-là que pour valider cette phrase, pour valider cette idée, en fait, il faut que ce soit l'inverse. Et que en passant par cette étape-là, certes, j'ai validé ce fait-là, et pour elle aussi, mais pour ça, je la perds. Ouais. Alors, et après, ce qui est dur, c'est que j'ai réussi à m'en sortir d'une maladie dont on m'a dit que tu vas mourir. Et ma maman, on l'a mise sous traitement et on a tout essayé, et elle s'en sort pas. Ouais. D'une maladie bien plus connue que la mienne. Et donc là, je me dis, tu vois, là, tu cogites à fatalité, etc., etc. J'essaye de lui donner la force qu'elle m'a donnée, j'essaye de lui dire les mots qu'elle m'a dit, et ça marche pas, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis, bon, on n'est pas tous, il y a pas de solution. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de solution miracle. Non, quoi, ça m'a une recette de l'un ne va pas marcher pour l'autre, quoi. C'est ça. Et donc voilà, c'est quelque chose effectivement à ce moment-là de dur, de triste, un moment dur de ma vie, qui valide la fin d'une étape, d'un bout de chemin, et qui en démarre un autre. Ouais. Donc c'est quoi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné le courage de continuer à te battre? D'abord déjà pour elle toujours, mais même aujourd'hui, voilà, parce que, et puis encore une fois, c'est ça le nindo. Tu l'abandonnes pas, tu le laisses pas au bord de la route. Tu l'as un petit peu transformé du coup. Mais on est arrivé à autre chose après, effectivement, c'est que en 2002, donc un an après le décès de ma maman, en fait, je rencontre quelqu'un. Et même ça aussi, c'est quelque chose que je pensais impossible, en fait. Que jusque-là, moi, je me disais, t'es juste un mec en sursis, gars, quoi. Tu vois, t'es en sursis. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir une vie de famille un jour? T'es en sursis. Et en fait, non, j'arrive à m'en sortir. Et puis, au bout d'un moment, je rencontre quelqu'un. Et avec cette personne-là, en plus, je me dis, mais waouh, là, si on a un enfant, ça peut être génial, quoi. Et on vit cette histoire, et effectivement arrive le jour où le miracle se produit, et je sais que je vais être papa, quoi. Et là, boum, arrive ce deuxième nindo qui est non seulement tu t'en es sorti, ta mère ne t'a pas enterré. En fait, maintenant, t'as donné la vie, à deux, on a donné la vie, et maintenant tu vas la transmettre, quoi. Et tu vas donc transmettre tout ça aussi. Et donc maintenant, t'as un nouvel objectif, et donc t'as un nouveau nindo qui est que ton enfant soit quelqu'un qui ait des valeurs, respecté
rester respectable, respectueuse des autres, aimante, bienveillante. Et c'est une fille et voilà, et je vais tout lui donner pour que soit la femme la plus heureuse plus tard, quoi. Et donc c'est un deuxième chemin de nouveau, et avec encore plein de choses à découvrir, à faire, et c'est une nouvelle histoire qui a démarré en 2007, quoi. Ouais. Okay, donc la belle Emma qui te remplit de bonheur chaque jour. La magnifique Emma. En toute objectivité. Non, en toute objectivité, ma fille est magnifique. Mais voilà, donc ma Emma qui effectivement dont je suis très proche et avec qui on parle beaucoup. Ouais, à partir de quand tu lui as dit, t'as commencé à lui en parler de ta maladie, parce que bon, tout petit, on n'en parle pas forcément de ce genre de choses. Non, mais en fait, je lui ai parlé très tôt de beaucoup de choses. En fait, ma fille, je l'ai toujours élevée. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui parlent à leurs enfants. Voilà, Emma, moi, depuis qu'elle a 8 mois. Ouais. Je lui parle comme si elle était une personne de 20 ans. Genre, j'emploie les mots, les phrases normales depuis qu'elle est très jeune. Et je lui dis les choses en évitant, bien sûr, d'aller trop loin dans l'excès, dans la parole, dans les mots, dans la formulation, dans la complexité par rapport à son âge. Mais j'essaie de lui apporter les éléments relativement vite. Voilà. Je sais pas, moi, je vais te donner un exemple. Je prends un médicament tous les soirs, un anticoagulant. Plutôt que attendre qu'elle ait 12 ans et qu'elle me dise, au fait, pourquoi ça fait 10 ans que je te vois prendre un médoc. Des bonbons, à un moment donné, tu vois, voilà, tu lui dis, quoi. Pour pouvoir marcher, j'ai besoin de prendre ça parce que j'ai un truc qui est blablabla, blablabla. Pourquoi tu connais les deux parents de ta maman et pourquoi tu connais pas les deux parents de ton papa? Parce que les deux parents de ton papa sont décédés et la mort, c'est ça. Et blablabla, blablabla. Mais voilà, donc j'ai toujours essayé de lui expliquer les choses le plus simplement et tôt possible, et en graduant petit à petit les sujets au fil des ans, quoi. Voilà. Aujourd'hui, elle sait tout. Mais voilà, il y a encore 4 ans, elle avait pas toutes ces notions-là entièrement, quoi. Mais elle avait les premières briques. Ouais, c'est des vrais sujets quand tu perds un parent, d'expliquer à ton enfant en effet pourquoi il y en a un. Enfin, à partir de quand tu dis, moi je sais que j'ai perdu mon beau-père, mais je l'ai même pas connu parce qu'il est mort très jeune. Et mes enfants, en effet, tu leur dis, tu sais, c'est si difficile de trouver les mots. Exactement. Alors après, il faut aussi remonter un peu dans le temps, expliquer les choses, montrer des photos. Et bon, après, il faut pas non plus être trop dans le jugement. Non. Voilà, par exemple, il a bien fallu à un moment donné que je parle de mon père à ma fille, et pas avec des mots qui soient trop brutaux. Et il fallait que je reste sur un ton qui soit un peu plus neutral, parce que quelque part, moi, je pouvais pas juste donner que mon avis. Et avec l'empathie qui est la sienne, je savais qu'au fil du temps, ma fille se forgerait son propre avis et comprendrait quelle était ma relation avec. Mais voilà, ces choses-là se font au fil des années, en fait. Et nos enfants, ils sont pas plus bêtes que d'autres, et donc il faut juste attendre le bon moment. Ils comprennent plein de choses d'eux-mêmes. Les enfants souvent s'il y avait mon fils qui était avec ses copains, donc ça y est, le déconfinement est là, il était avec 2 copains, et là ils étaient en train de parler, ils ont 9 ans, ils sont en train de parler de drogue, et mon fils il dit mais c'est quoi la drogue? Et donc il y a ses copains qui commencent à expliquer, mais mon fils, je lui ai jamais expliqué ça, et après tu te rends compte que par les copains ils parlent de trucs, et tu dis parfois t'as des sujets, t'es là, mais mon fils, mon bébé, comment il peut parler de ça? Exactement. Et moi, Emma est au collège, et donc au collège, ma fille entend aussi parler de plein de choses maintenant, et voilà, elle ramène les sujets à la maison, et en même temps, on les développe. Mais c'est ça, c'est de pas faire des sujets des sujets tabous. Et puis, tout à fait. De toute façon, là où rien n'est impossible, rien n'est vraiment tabou, en vérité. Je veux dire, un sujet, il faut oser l'aborder, y compris le plus dur, y compris le plus gênant, parce qu'en fait, le tabou ne sert à rien. C'est ce qu'il y a de pire, les tabous. Ça ne fait rien avancer. Les tabous dans les familles, c'est... Donc, faut dire les choses, et il faut en débattre. Et y compris le plus dur, faut savoir le mettre sur la table à un moment donné, et expliquer par contre en quoi c'est dur, en quoi c'est mauvais, en quoi c'est potentiellement mal. Parce que là, du coup, en février dernier, tu t'es refait opérer. Ouais, absolument. Ça doit pas être simple, du coup, pour elle, de voir son papa qui part à l'hôpital.
Ouais, en fait, ce qui a été dur, c'est que j'ai été opéré en février 2020 parce que il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé à l'hôpital pour la première fois depuis 2001, quoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'ai fait un peu des excès en fait aussi dans ma vie, y compris professionnelle, beaucoup de voyages, beaucoup de choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai ma jambe droite qui a lâché, quoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, ma fille qui pensait que je pouvais même pas avoir une grippe, quoi, genre qui pensait que je pouvais même pas être enrhumé. Elle a vu son papa à l'hôpital Foch avec la perf dans le bras et livide, quoi. Et ça elle l'a très 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 mal vécu. Elle l'a mal vécu parce que elle imaginait pas que je puisse l'avoir. Et en même temps, peut-être qu'il fallait que je le vive moi pour me dire oh Arnaud, n'oublie pas ton Indo. Et en même temps, il fallait aussi qu'elle le voie pour ne pas penser que son père ne pouvait jamais être touché, quoi. Ouais. C'est jamais bon d'être dans les extrêmes et par exemple de croire que son papa est super fort et qu'il lui arrivera jamais rien. C'est faux. Ouais. On est des êtres humains, quoi. C'est ça. Ça peut arriver du jour au lendemain. Exactement. Ouais. Et donc j'ai été opéré en février dernier, ouais. Et encore une fois, voilà, j'ai eu un discours assez négatif avant l'opération, clairement, qui était potentiellement on va le faire, mais on a peur de te faire l'opération et puis on sait pas trop ce qui va se passer. Donc est-ce que t'as fait un testament et puis on sait pas trop après si on va pouvoir récupérer ta jambe, quoi. L'opération a duré 4h30. Voilà, aujourd'hui je marche normalement. Je sais pas, tu m'as vu arriver chez toi, tu voyais pas quelqu'un qui boitillait ou qui était mal, hein. Ouais. Et donc non, moi je me sens en très bonne santé, je suis heureux, la vie est belle. De toute façon, la vie est belle, de base. C'est ça. Il faut savoir profiter de chaque instant. L'autre jour, je lisais un truc. Vous avez le choix entre faire 15 minutes de la gueule et 15 minutes de sourire. Tu préfères. Ouais. Et souvent, quand on est humain, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire la gueule. Et je me dis, maintenant, je me dis ça de plus en plus en me disant, t'as le choix, en fait, entre faire la gueule et... on a le choix. Sur tous les sujets, on a le choix. Ouais. Et donc, effectivement, on est des humains. Donc, on peut pas, l'être humain, par nature, lisse les choses. Donc, il n'est jamais fat, il est jamais, en fait, lisse. Mais en fait, il a des hauts et des bas. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime dans le taoïsme. C'est que, quelque part, on te dit, la ligne, elle est pas droite, quoi. Donc, c'est sinueux. Et tu vas prendre à gauche, tu vas prendre à droite, tu vas donner à gauche, tu vas donner à droite. Mais à un moment donné, tu fais ton chemin. Et dedans, tu auras des hauts et des bas. Tu vois, mais tu vas profiter des deux. Ouais. Et d'ailleurs, je dis souvent, des fois, il faut savoir aller en bas. Il faut savoir aussi bader, voir, toucher le fond, des fois. Et puis, à un moment donné, tu prends appui, quoi. Et c'est vrai que cette image, elle est pas fausse. La vérité, c'est que si à un moment donné, t'es dans 5 mètres d'eau et que tu coules, le fait d'arriver au fond fait que tu peux te redonner un élan et remonter. Et c'est vrai, en fait, c'est ça la vie. Donc des fois, il faut aussi savoir aller prendre appui en bas. Et là, tu remontes. Voilà, tu peux pas toujours être à la surface, tu peux pas toujours être au-dessus. Et c'est juste qu'il faut savoir le faire bien. Et donc, il faut être conscient, il faut utiliser ton cerveau, quoi. Ton cerveau est puissant, très puissant. Ouais, c'est un truc dont on parle souvent, de fait qu'en effet il faut tomber. Parfois il faut tomber pour se relever. D'ailleurs c'est ce que je dis souvent dans le podcast. N'attendez pas de tomber pour vous le relever, si en tout cas vous prendre en main. Mais bon, si vous tombez, il faut toujours voir le côté positif et on apprend en tombant. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand un enfant tombe au début, c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'en fait il doit se tester. Et c'est comme ça pour un enfant, pour un humain, comme un animal ou autre. À un moment donné, on a besoin de se vautrer pour apprendre des choses. C'est comme on a besoin d'avoir mal pour apprendre ce que c'est. Enfin bref, on a besoin de faire des choses. On a besoin d'aller vers le noir des fois pour mieux vivre les niveaux de gris clair et le blanc, quoi. C'est ça. Et il faut, en fait, c'est pas qu'il faut le faire, c'est qu'il faut accepter que ça peut arriver. C'est Maud Ankawa que j'ai interviewé la semaine dernière et c'est l'épisode que j'étais en train de monter là pour jeudi avant que t'arrives. Et elle dit en effet, dans chaque chose, t'as 50% positif, 50% négatif, t'as l'ombre et la lumière. Ouais, c'est ça. Et elle disait qu'elle avait appris le roller à 35 ans. Et le premier truc qu'on t'apprend dans le roller, c'est à tomber. À tomber, ouais, tout à fait. Parce que dans la vie, en effet, tu vas forcément tomber. En fait, la réussite, c'est la succession des petits moments où tu tombes, quoi. C'est aussi ce que j'ai aimé dans les arts martiaux, hein. C'est qu'on t'apprend aussi à encaisser. On t'apprend aussi à tomber et en fait on t'apprend pas tout de suite à faire, on t'apprend pas tout de suite à aller vers, on t'apprend d'abord dans ta bulle en fait à supporter ce qui va arriver, y compris les coups, enfin bref que sais-je, mais et puis moi quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas tout de suite eu une démarche de je vais vers la lumière, quoi. C'est en fait j'accepte l'ombre et j'apprends dans l'ombre aussi. J'apprends du noir, j'apprends du foncé. Le yin et le yang, hein, à un moment donné, tout peut pas tout de suite être blanc, lumineux, extraordinaire. Non, il
Et donc, il faut aussi être à l'aise dans les aspects plus négatifs que dans les aspects positifs. Et il faut accepter que, en fait, tu vas apprendre peut-être parfois plus dans l'ombre que dans la lumière aussi. Ouais. Et donc, en apprenant les choses, après, tu profites mieux de cette lumière. Clairement, c'est ce que je disais récemment, c'est que donc moi j'ai fait un burn-out l'été dernier et comme m'a dit ma coach, j'ai eu de la chance de pas avoir un cancer en fait, parce que c'est mon corps qui m'a dit stop, parce que j'étais pas pu aligner avec qui j'étais, et en fait est-ce que je savais vraiment qui j'étais, je pense pas. Et c'est un travail de chaque instant, mais tu dis ouais, en effet, il y a des moments ton corps il te parle et il te dit bah retourne dans le droit chemin en fait, dans ton droit chemin. C'est assez bizarre parce que ma pensée est juste un tout petit peu différente, parce que c'est juste que je pense que notre cerveau génère des alertes Ouais. dans le corps pour qu'on soit plus introverti en fait quoi. Et notre corps en fait c'est un support, mais en fait le moteur c'est pas que le cœur ou les tripes, hein, c'est le cerveau en fait, la puissance du cerveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je donne des masterclass sur ces sujets-là aussi, les biais cognitifs, la puissance du cerveau, etc. C'est parce que notre cerveau nous envoie des signaux, sauf que des fois, de cerveau à cerveau, d'hémisphère à hémisphère, ça marche pas. Et donc, il t'envoie aussi des signaux dans ton corps, à plein d'endroits et de plein de manières différentes. Et à un moment donné, il se met dans une position qui t'oblige, en fait, à capter le signal d'alarme que tu avais jusqu'à, mais que t'entendais pas. Ah bah clairement, bien sûr, des signaux, et puis ton entourage te dit regarde, là tu vas dans le mur, là tu vas dans le mur, et t'es là mais non. Ah, et donc le déni, qui est une forme donc d'irrationalité, donc un biais du cerveau. Tous ces biais là qui se succèdent, et on en a plus de 200 des biais, nous empêchent de voir certaines choses. Sauf que notre cerveau a oublié d'être bête, et donc il essaye de pallier lui-même à ces biais en envoyant des signaux qui t'obligent à un moment donné à redevenir rationnel. Et donc il faut aussi lever la tête et redevenir rationnel sur certains sujets. Voilà. Et dans la difficulté, on peut devenir rationnel aussi, parce que quand on se laisse aller à trop de facilité, etc., des fois, en fait, on se laisse un peu aller, et puis on est très irrationnel et très biaisé. Voilà. Donc des fois, il nous envoie aussi des alertes qui nous obligent à regarder. Ouais. Là, le truc qui te pique, quoi. Tu lever la tête, ouvrir les yeux, et clignoter les yeux, et puis oh merde, putain, j'avais pas vu. C'est ça. Alors qu'en fait, on l'avait l'information. Ouais, c'est ça. C'est souvent. J'ai interviewé Thomas Samut qui a une enfance. Il a écrit un bouquin qui résume bien sa vie. C'est Un cancre dans les étoiles. Il a eu une vie de cancre et il est devenu préparateur mental de très grands sportifs. Et en fait, le livre, il a écrit donc un bouquin l'été dernier que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Et je l'ai relu juste avant de l'interviewer là début mars. J'ai relu les grands passages que j'avais surlignés, et en fait c'est le même livre, je suis la même personne, j'ai lu 2 fois mais j'ai pas lu la même chose, pas la même lecture, hein. Ouais, bah oui. Ouais, notre cerveau, de toute façon, on n'analyse pas les choses de la même manière. Il y a des fois où, par exemple, même on est mal, tu marches dans la rue et tu vas rien voir, tu vas rien entendre, tu vas rien percevoir, on va pas te percevoir non plus. Genre, ton mindset, ta façon d'être à ce moment-là va faire que tu passes, t'es un corbeau, et puis tu rases le sol, et puis tu vas peut-être rien vivre. Tu repasses le lendemain, t'as un autre mindset, là tu t'es levé, t'as vraiment levé la tête, et là tu vas vivre plein d'aventures, mais tu vas vivre plein de choses, tu vas réagir autrement. On peut pas toujours être l'un ou l'autre, mais il faut savoir aussi regarder un petit peu les signaux que l'on s'envoie à soi-même en fait, et écouter les signaux qui viennent des autres aussi. Ouais. Il n'y a pas de nous au monde. Ouais, ça c'est sûr. Bah, c'est d'ailleurs un sujet dont je parle souvent, et d'ailleurs qui est crucial pour moi dans le podcast, c'est le rôle de l'entourage, parce qu'en fait, on n'est pas les mêmes personnes sur notre entourage en fait. Ouais, c'est sûr. Donc il faut percevoir à travers les autres aussi. Voilà, mais ce qui est moins facile, parce qu'en fait là il y a une succession de biais, encore une fois. Donc il y a qui tu es, toi, ta façon de, puis il y a ce que les autres perçoivent et leurs propres biais à eux qui se cumulent au tien, et en fait voilà, c'est encore moins facile. Donc la première personne à écouter, c'est toi. En fait. C'est ça. C'est apprendre à se faire confiance. C'est Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur français, qui me disait dans le conseil qu'il donnerait, c'est prendre suffisamment de conseils auprès des autres pour se faire confiance à soi, parce qu'en fait il y a un moment il faut s'écouter soi-même en fait. Ah oui, mais de toute façon la meilleure chose à faire, je pense, dans la vie, c'est ça, hein, c'est se connaître, c'est s'écouter. Et je persiste vraiment, moi, avec mes élèves comme avec les personnes que j'ai en conférence, je leur dis arrêtez de voir juste votre corps, par exemple. Arrêtez juste de vous regarder dans la glace, par exemple. Mais parlez-vous.
En fait, à la rigueur, si vous êtes devant une glace, parlez-vous tant qu'à faire. Et parlez à votre cerveau et vraiment comprenez comment réagit votre cerveau. Vos préjugés, vos jugements, votre irrationalité sur certains sujets, la culture, votre personnalité, tous ces biais-là, justement, qui sont à différents endroits du cerveau. Il faut savoir les analyser, donc s'analyser soi-même. Et ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et moi, ça m'a ouvert la porte à un moment donné de la vie, là où on me disait tu vas mourir, quoi. Parce que ça m'a permis de passer outre des choses que des gens pensaient impossibles et qui en vérité étaient totalement possibles, comme vivre. Juste vivre. Pas avoir un métier, pas vivre. Là, on parle à un moment donné, on dit tu vas pas vivre et tu dis bah si, désolé, je vais vraiment vivre. Et t'y arrives. Et 27 ans après, t'es toujours en vie. Donc, et ça c'est le cerveau en fait, parce que les médicaments, ça fait rien, et mon corps il subit. Donc à un moment donné, bah effectivement, c'est le cerveau qui a cette puissance là. Mais si tu cherches pas à le voir, si tu cherches pas à t'écouter, si tu cherches pas à te connaître, te comprendre, bah tu t'y accèdes pas à tout ça. Quand tu dis je suis toujours vivant, désolé, c'est parce que le corps médical a vraiment été. Est-ce que tu t'excuses finalement d'être vivant vis-à-vis d'eux? Non, c'est parce que je suis un petit peu provocateur. Désolé de vous décevoir les gars. Juste vous avez été plein à dire que moi j'ai eu des gens même très sympas qui venaient me voir en mode vraiment, je veux dire, avec la posture de oh là là Arnaud, on est trop triste quoi parce que tu vas mourir mec. Et vraiment, genre j'ai eu une interne qui a pleuré dans ma chambre. Elle pleurait parce qu'elle pensait que j'allais mourir, quoi. Et moi, j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, juste, quoi, ça te dérange si je vis tu peux me laisser ma chance, quoi, et donc ne pas pleurer dans ma chambre, toi, l'interne, tu vois, c'est le monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis retrouvé avec une jeune interne à qui j'étais en train de dire, t'inquiète pas, moi, je pense que je peux vivre, tu vois. Bon, c'est un peu chaud, quand même. Et moi, je leur en veux pas. Voilà, ça leur arrive, tout comme ils ont peut-être fait des erreurs de diagnostic, tout comme c'est juste que je suis peut-être très très chiant, juste. Et moi, quand tu me dis tu peux pas, j'estime que rien n'est impossible. Ce qui va bien avec ton podcast, hein, mais à chaque fois, j'ai des gens qui me connaissent très bien et qui ont utilisé ça avec moi, en mode t'es pas chiche. Le t'es pas chiche. Moi, faut pas me faire t'es pas chiche. T'es pas cap, faut pas me le faire. Tu me dis t'es pas cap, tu peux être sûr que je vais démonter le truc, le modèle, tu vois. J'adore casser les modèles pour démontrer que si, c'est possible. Et donc, je déteste cette phrase de t'es pas possible, de où tu vas, tu sais, les grandes affirmations comme ça, bam, qui sont là pour te casser en deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père faisait ça. Ouais. Et comme dès l'enfance j'ai subi ce tu vas être ceci ou tu pourras pas faire cela, ces grandes phrases là qui te cassent pour toujours éventuellement, ben en fait aujourd'hui j'aime toujours pas entendre ça quoi. Et donc j'aime pouvoir casser un modèle pour démontrer que si cette grande affirmation que tu as eue, son contraire est vrai aussi, tu vois. Et c'est philosophique à la fin, parce qu'en fait, tu peux affirmer le contraire d'une affirmation qui t'a gêné. À partir de là, en fait, quelle affirmation est vraie? Ah bah c'est clair. Ah bah de toute façon, ah bah oui c'est clair. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce côté taoïsme, un peu, le côté un peu middle office de la pensée et du corps. En fait, voilà. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Il y a plein de, il y a 50 nuances de gris au milieu. Ouais. Ça, je sais pas s'il fallait faire cette référence. Et merde, coupez le son. Et tout à l'heure, quand on discutait, quand on buvait un café, tu me disais qu'aujourd'hui, tu as 8 métiers. 8 activités. Ouais. Parce que, effectivement, depuis qu'il m'est arrivé tout ça, moi, je ne considère plus la vie comme un métier, une tâche, une action, un rôle. Et donc, moi, depuis qu'on m'a dit tout ça et que j'ai pu m'en sortir, je me dis, tu sais quoi, maintenant, en fait, tu vas vraiment vivre, quoi, tu vois, la vraie vie. Et donc, vivre, c'est aussi faire des choses que l'on a envie de faire et profiter de cette vie pour les faire. Parce qu'a priori, on n'en a pas 2, 3, 4, personne ne m'a démontré, moi, qu'on avait plein de vies. J'ai un côté un peu scientifique maintenant, donc j'attends la démonstration il y a plein de vies à vivre, tu vois. Et là, dans ce cas-là, peut-être que je ferai moins de choses. J'attendrai la vie d'après. Mais là, on me l'a pas démontré. Ouais. Donc, pour l'instant, je vis dans cette vie-là toutes les choses que j'ai envie de vivre. Et dans cette vie-là, effectivement, j'ai envie de donner des cours, j'ai envie d'accompagner des élèves dans leur thèse, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie de faire du mentoring de start-up, j'ai envie d'être consultant indépendant, j'ai envie d'animer des tables rondes, j'ai envie de donner des conférences, j'ai envie d'être directeur du digital d'une boîte en même temps, et j'ai envie d'être dans la brigade du web, qui est un collectif de gens comme moi, justement, multicasquettes, ce qu'on appelle des slashers.
en fait. Et donc j'ai envie de pouvoir se lâcher librement entre toutes ces activités, mais qui au final en plus se complètent et font de moi en fait le mec que je suis, y compris professionnellement, quoi. Ouais. Moi je me constitue professionnellement à travers en fait toutes ces facettes là et toutes ces cordes à l'arc, quoi. Ouais, chaque activité enrichit une autre. Totalement. Ouais. Si demain tu veux que je sois directeur du digital de ta boîte et qu'en fait tu me dis c'est 100% de ta vie, donc merci de ne plus rien vivre à côté, je vais dire non. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va faire de moi, j'espère, un directeur digital qui soit pas mauvais, c'est le fait de pouvoir continuer à côtoyer mes élèves, qui sont des fois en part-time ou en full-time au MBA DMB, là où je donne mes cours, masterclass, et qui sont donc des fois qui ont 20 ans, qui peuvent avoir 45, 50 ans, et qui ont eux-mêmes leur expérience qu'ils m'apportent à moi. Ouais. Donner mes conférences, avoir affaire à des gens, m'oblige aussi, moi, à être toujours au top, je l'espère, des sujets que je traite, et donc m'oblige à être toujours au bon niveau, en veille de l'actualité, etc. Or, dans le monde digital dans lequel on est aujourd'hui, tout va très vite. Ça, c'est donc clair. la veille, c'est tous les jours de ta vie quasiment, quoi. La brigade du web aussi. Tu peux vite être complètement. Mais bien sûr. À l'époque, je crois que c'est là où on s'était rencontrés quand je bossais chez Digimind, qui était dans les logiciels. Tu étais chez Digimind, en effet. Dans les logiciels des réseaux sociaux. Mais au sommet du digital, on s'était rencontrés. On s'est rencontrés au sommet du digital. Ouais. Merci Xavier Vernier, merci PPC. Merci Patrice Levignard. Patrice, voilà, exactement. C'était c'est un super événement. Pour moi, c'est un des 2 meilleurs événements en France aujourd'hui dans le digital. Voilà. C'est à la Clusa, c'était dans un espèce de petit micro, de petit cocon avec un contenu absolument incroyable. Le contenu est extraordinaire, hein. Sur 2 jours et demi, en fait, on a des conférenciers qui viennent pour quelques minutes pitcher. Et en fait, c'est une ouverture de chakra phénoménale en début d'année. Donc si vous pouvez aller au sommet du digital, là, c'était pas prévu qu'on en parle. Non, on n'avait pas prévu de faire la pub, mais allez-y. Mais ça mérite, je trouve que ça mérite une promo parce que c'est un bel événement en effet qui est humain. Qui est familial, Ouais, il est humain, il est familial en effet. Et en fait, il y a réellement en fait une purée de qualité, quoi, dans les intervenants, c'est incroyable, quoi. Ils ont des histoires à raconter, c'est storytellé, quoi. Donc c'est comme des TEDx, c'est comme si tu vivais 3 jours de TEDx. C'est ça. C'est moi j'en ai fait qu'un, et il y avait Florence Carras qui était CDO, je crois, à la BNP, donc Chief Digital Officer, et qui avait fait une espèce de pitch en disant le CDO est mort. Et aujourd'hui elle est comment ça s'appelle, mince, en gros c'est la thérapie des arbres, elle est sylvothérapeute. Ouais, et Florence, elle a un sacré parcours. Ouais. Mais il y a plein de personnalités qui passent comme ça au sommet. Dans tous les domaines, hein, le digital et la musique, le digital, la tech for good, tous les sujets sont traités là-bas. C'est vraiment un bel événement en effet. Mais ça faut dire que dans cet univers-là, en une heure, tu peux être complètement à la ramasse. Twitter qui passe de 140 caractères à tout à fait. Tout change tout le temps. Donc il faut. C'est un côté fatigant. Pour dire, en effet, je m'imagine pas demain avoir un seul métier pour plein de raisons. Structurellement, en fait. Pour être bon, je sens que j'ai besoin d'en faire plein. Et puis, personnellement, en fait, parce que j'ai besoin, c'est nutritif. En fait, j'ai besoin de me nourrir. En fait, j'ai besoin encore une fois, moi, ma personnalité, ma personne, maintenant, sont constituées de plein de choses que je vis, quoi. Moi, le plus beau rapport que j'ai, pour être franc aujourd'hui, c'est le rapport avec mes élèves, quoi. Les élèves que j'accompagne sur leur thèse et tout. Là, je bosse avec eux le samedi. En fait, je passe des super bons moments. En fait, j'ai pas l'impression de travailler. Il y a ma fille à côté dans la salle à manger, puisqu'on fait tout maintenant avec le coronavirus, on fait tout à distance, donc on est sur Teams. Et ma fille les connaît, ma fille a ses chouchous, ma fille a ses thèses préférées. Donc ma fille me dit la thèse d'un tel, elle est super. Du coup, c'est des thèses sur quel type de thématique? Il y a de tout. Voilà, la thèse est l'eau potable en Afrique, le digital et l'eau potable en Afrique, le digital dans les musées de demain, l'art contemporain et le digital, la musique et le digital, la transformation d'une entreprise à travers le digital. C'est le digital et tout ce que tu peux trouver, imaginer. Hein. Donc non, des thèses, j'ai 61 élèves, j'ai 61 thématiques quasiment. Allez, je crois que j'ai 58 thématiques pour 61 élèves. Il y en a 3, je crois, qui ont des sujets qui sont les mêmes. Mais en dehors de ça, chaque élève m'amène une thèse sur un sujet. Et je prends du temps avec chacune et chacun d'entre eux pour travailler sur sa thèse. Et donc moi, je me nourris là en ce moment de 61 sujets, quoi. C'est génial. Donc, rien que ça déjà. Enfin, c'est d'une richesse phénoménale. Donc j'ai cette chance. Là. Il y en a, ils me disent comment tu fais vis-à-vis de ton temps, c'était ou comment tu une vraie question, câbles ton cerveau.
Mais moi, en fait, c'est comme si tu me dis, si tu m'enlèves ça, c'est comme si tu me disais arrête de manger, tu vois, ça ira mieux. Bah non, j'ai besoin de manger, donc j'ai besoin de ça. Ouais, ça te nourrit dans tous les sens du terme. C'est ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, des fois, j'en oublie de manger. Ouais. Non, mais vraiment, ça peut m'arriver de passer une journée avec mes élèves entre 8h et 19h au téléphone ou sur Teams. Je peux en oublier de manger, mais c'est pas grave, quoi. Petit jeûne de temps en temps avec le bidon que j'ai pris, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Oula, ça, je m'attendais pas à cette question. Oula, purée, de 6 ans. Ouais, si tu veux 5 ou 7, hein, mais... Non, mais alors, ouais, c'est le même. Là, c'est le même. En dessous 10 ans, c'est le même. Écoute, en toute sincérité, je pense qu'il serait assez, il croirait pas au début. Il croirait pas que le Arnaud Leroux de 43 ans, il va au CES de Las Vegas faire des interviews, donner un cours à Shanghai. En fait, je pense qu'il me verrait un peu bling bling, en fait. Je pense qu'il dirait tu te la pètes un peu, mec. Et en même temps, il y aurait un peu de fierté aussi de dire bah putain t'as fait quelque chose de cette vie-là, quoi. Donc tu t'es pas fait bouffer par ton père, parce qu'à 6 ans je voyais que ça, moi, en fait c'était la place négative de mon père dans ma vie, et en fait c'était ça qui était prégnant sur tout le reste, quoi. Ouais, donc je pense qu'il serait fier et en même temps un peu moqueur. J'étais un petit moqueur, moi. Et donc je pense qu'il serait un peu moqueur en mode tu te la pètes avec tes cours à Shanghai, tes allers-retours à Las Vegas, New York, Barcelone ou autre, ou toutes les personnes avec qui tu fais tes projets, blablabla, bla. Il me dirait sans doute tu te la pètes un peu. Et puis et en même temps il dirait ouais, c'est bien, c'est cool. T'as réussi, mon pote. Mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, je discutais avec mon mari en lui disant, bah, à chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un, donc je raconte à mes enfants au petit-déj, je vais interviewer telle personne et tout. Et ce que je lui disais par rapport à toi, donc on s'est rencontrés à pas mal d'événements les 5 dernières années. Et je lui disais, en fait, tu fais partie des personnes où tu fais, en tout cas pour moi, où tu m'as marqué. Enfin, on se connaissait pas plus que ça, en fait, mais tu faisais partie des gens où je me dis, lui, c'est quelqu'un de bien. Parce que bon, c'est un univers où on en rencontre pas mal de gens, mais pour moi, t'as le truc en plus où en effet, tu vas voyager et tout, et t'as un job de dingue, enfin, au niveau positif, mais tu dégages un truc qui fait que les gens, ils ont envie de t'aimer, en fait, parce que t'es à ta place, en fait. Ouais, là, c'est le moment gênant, là. En fait, je ne sais pas, alors, pour ceux qui vont écouter, je ne sais pas quoi répondre à ce qui vient d'être dit, à part, c'est son histoire à lui. Ouais. Je viens de sortir mon petit Naruto. Mais ce que tu viens de dire me fait plaisir et c'est gentil, je te remercie. Mais si j'ai ramené Naruto, c'est parce que son histoire, en fait, c'est ça. Genre, c'est à la base, hein. Moi, j'invite les gens qui connaissent pas. Donc, ma fille a regardé jusqu'au bout aussi et on en a pleuré tous les deux devant des Naruto avec ma fille. Hein. Donc, vous pouvez pleurer devant un manga. Rigoler, pleurer. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire incroyable que celle de ce petit personnage-là. Et voilà, c'est quelqu'un que t'as envie de baffer dans l'épisode 1. Hein. Moi, j'étais un gamin comme ça. Hein. Moi, j'étais un gamin très remuant, un peu vraiment chiant, toujours en train de grogner, de faire gna gna gna, un peu comme lui dans l'épisode 1. Et en même temps, j'avais envie de devenir quelqu'un de respectable, tu vois. Et en même temps, j'avais pas grand monde qui croyait en moi, à part peut-être ma mère et mes sœurs, je sais pas. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et lui, c'est pareil, tu vois, au début, bah, il y a pas grand monde, et puis, bah, il se fait des amis. Puis, heureusement, parce qu'en fait, c'est grâce à ses amis que lui s'en sort aussi, parce qu'il est le cas pour moi. Moi, j'ai rencontré des gens, dans ma vie qui, eux, m'ont aidé, marqué, soutenu, tu sais, que ce soit, Nessim Fins, le patron, le directeur de l'école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise, qui a accepté que je sois à la fois élève ingénieur et que je travaille, qui m'a donné mon premier salaire, Brice Pierre Casimir dans ma société Itras, qui est le premier à croire en moi dans l'informatique, Jean-Luc Le Brasidec, qui sera une sorte de mentor, papa dans le digital, Guy Mamoumani, un homme formidable qui mérite d'être interviewé tous les jours de sa vie tellement son histoire est dingue et le personnage est hors norme, Jean-Michel Billot que tu as vu au sommet du digital, qui m'inspire depuis de longues années, Benoît Rotembourg, voilà, Aurélie Jean, Emmanuel Leneuf, Annie Lichner de la Brigade du Web, voilà, j'ai rencontré comme ça dans ma vie des gens dans le digital, des femmes, des hommes,
qui sont hyper inspirants et qui à chaque étape, même Xavier Varnier aussi, Hervé Bloch pour les Big Boss, tu vois, qui sont des personnalités en plus, quoi, mais qui ont à un moment donné accepté d'échanger, partager. C'est des personnes bien en fait, et en même temps c'est des sachants, c'est des bons. Enfin, ils pourraient. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils me parlent, tu vois? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là accepte Et en fait, non, c'est juste des êtres humains. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes aussi, quoi. Ouais. Et en vérité, on est tous, en fait, on est toutes et tous des belles personnes, quoi. Clairement. Tous. Il faut juste révéler cette partie-là. En fait, il y a personne qui est plus extraordinaire qu'une autre. En fait, on l'est toutes et tous. Mais il faut juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut lever la tête et prendre conscience, quoi, du monde dans lequel on vit, de qui on est, de la place qu'on a là-dedans. Et en fait, de tout le potentiel. Et arrêter de se mettre des barrières. Il y a des murs partout. Voir que le côté négatif, le verre à moitié vide. C'est vrai. C'est pas que des mots, en fait. Les gens ont tendance à croire que c'est des phrases qu'on met sur Facebook avec un beau fond, tu sais, des trucs. C'est ce que je fais. Ouais, mais c'est pas que ça. Non, mais il y a des trucs derrière. Et c'est ça qui est important dans le podcast que tu fais. Parce qu'en fait, il faut expliquer que derrière, il y a une réalité à ça. C'est pas juste une phrase qu'on me dit pour faire plaisir. Et puis t'en chies, elle est trop bien, ma phrase. Clairement, en fait, ça peut te faire vivre. Ouais. T'as potentiellement. Ça peut te permettre de pas mourir, potentiellement. Ça peut te permettre de faire un métier qu'on a dit que tu ferais jamais, potentiellement. Ça peut faire que le gamin de 6 ans regarderait celui de 43 en étant fier, tu vois. Donc c'est pas une phrase sur Facebook. C'est une réalité d'une vie, quoi. Ouais, et puis on n'est pas tous égaux, mais on est tous égaux par rapport au fait que ces barrières, on se les met nous-mêmes, en fait. Exactement. Et ça, il faut effectivement, moi, cette phrase-là qui est, on n'est pas tous égaux, j'ai envie toujours de répondre, en quoi? En quoi? Ok, d'accord. Moi, par exemple, j'ai une tête de mec qui sort de prison. Je suis petit. Ok, d'accord. Donc, a priori, un mec qui est beau gosse et grand, on n'est pas égaux. Ouais, en effet. Je suis capable de dire, en effet, on n'est pas égaux là-dessus. Déjà, il est plus grand. Donc, lui, quand il fait du basket, il est beau, il peut se matcher. Moi, je peux pas. Ou alors, je m'appelle Spud Webb. Mais ok, mais par contre dans la tête, je suis désolé, mon cerveau il est pas moins bon que le sien, quoi. Et même un mec très intelligent, en vérité, mon cerveau n'est pas plus con que le sien. Et quand tu débloques les bons trucs et quand tu vas chercher à l'intérieur, en fait tu peux débloquer plein de choses. Et la conscience est une force. La conscience des choses, de qui tu es, de ton environnement, du champ des possibles. Ça c'est une force. Et là-dessus on est tous, je suis désolé, là-dessus on est tous égaux, quoi. Et moi, quand j'étais à 17 ans dans un lit d'hôpital où je connaissais chaque bruit de tuyauterie par cœur et qu'on me dit tu vas crever, moi je me sentais pas sur un pied d'égalité avec tous les autres. Et pourtant, à la fin, voilà. Donc, on est tous égaux, sauf, il faut accepter aussi qu'il y ait quelqu'un qui a une maladie qui l'handicape à un certain point. Peut-être, oui, en effet. On peut pas dire, encore une fois, à 100% que c'est vrai ce que je dis. Ouais. Mais, on est potentiellement, effectivement, tous égaux dans notre capacité à faire des choses dans notre vie et des choix, entre autres. Ouais. Dans tout ton parcours, à date, c'était quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as traversée et comment t'as fait pour l'affronter? Oh bah je l'ai un peu évoqué, hein. Ouais, mais c'est donc du coup c'est le moment où on a dit à ta maman. Non. Même pas. Non, je crois que c'est vraiment le jour de la mort de ma mère, quoi. Ouais. Parce que en fait, quand on dit ça à ma mère, ça me donne de la force, moi. Et ouais, comme je suis un petit con à ce moment-là, on dit à ma mère, votre fils va mourir. Là, je dis non, te. Alors que le jour où ma maman décède, effectivement, là, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de mon énergie, de ma force, de mon être, quoi. Et là, c'est l'inverse. C'est moi qui, je fais un gros down, quoi. Et là, à ce moment-là, je me dis, waouh, comment je vais faire le reste de ma vie sans elle maintenant, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, non, la plus grosse difficulté, ça a été effectivement de me dire, tu vas réussir quand même la suite sans elle. Voilà, sincèrement, vraiment, c'est ça qui a été le plus dur. Et puis après, ce qui est le deuxième moment le plus dur, c'est plutôt quand j'étais petit, de me dire en fait tu vas réussir à survivre avec un père comme ça. Là, c'est parce que quand t'es gamin et que tu as cet environnement avec un parent comme ça, chaque jour c'est un combat, quoi. Tu vois, il y a une espèce de notion de survie. Or, t'es pas mindseté pour la survie quand t'es gamin, en vérité. Et c'est pour ça que j'étais un bon militaire, moi. En fait, j'étais un bon militaire à 16 ans. Parce qu'en fait, je survivais depuis 10 ans à 16 ans, quoi. Et comme j'étais en mode survie tous les jours de ma vie depuis 10 ans,
j'avais cette espèce de mentalité là à l'armée, mais quand t'as 10 ans par contre c'est pas fun, tu vois. Et là donc c'est pas un moment dur dans ma vie, j'ai eu plein de moments durs quand j'étais gamin. Et puis effectivement le jour où ma maman décède, la nuit où ma maman décède, là il y a une semaine qui va passer qui va être où je vais me dire mais comment tu vas t'en sortir, quoi, tu vois. Et puis t'y arrives tout le temps parce que t'as de la ressource, c'est tout. Faut aller au fond de soi et ce qu'on disait tout à l'heure. Faut aller chercher les ressources, elles sont là. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Clairement. Je pense que même ceux qui en sont encore arrivés là, à ce moment-là, ils pourraient le dire, c'est en 4 lettres. EMMA. Je dirais, clairement, moi, pour moi, voir ma fille, l'écouter, l'entendre, c'est une fierté de dingue. Je suis fier parce que d'abord, je suis fier d'elle, de l'être qu'elle est déjà, de son propre mindset, de sa force, de sa mentalité, de sa bienveillance envers les gens. Et donc, je suis fier d'avoir une fille comme elle. Voilà, si elle était différente, je le serais aussi sans doute. Mais en tout cas, je suis fier de ma fille. Donc, je suis fier. Et voilà, je suis fier d'avoir une gamine comme elle parce qu'elle est extra, quoi. Elle est absolument extraordinaire. Et je m'en fous que les gens ils me disent ouais mais t'es le papa, c'est normal, tu le dis. Mais je suis quand même fier. C'est tout. Moi je suis fier d'elle, elle est extraordinaire. C'est une question normalement que je la pose pas comme ça, mais pour toi je vais la pivoter. Normalement la question c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te rencontrent, qui te disent que tu as de la chance, mais vu ton histoire, elle est pas du tout adaptée la question. On va la reformuler en mode si quand il y a des gens qui réussissent, très souvent les autres disent ah bah ouais mais c'est que la chance. T'as eu de la chance. Qu'est-ce que très agaçant. Comment très agaçant. Toi je pense pas qu'on puisse te la dire parce que si on connaît ton histoire un minimum ça serait mais tu sais que moi j'y ai droit, hein. Oui, moi j'ai des gens par exemple ils me disent t'as quand même de la chance d'aller à Las Vegas au CES. Alors je t'explique. Alors je m'autofinance, donc j'économise pour aller là-bas, pour faire des interviews, pour ensuite potentiellement vendre 1 ou 2 conférences qui paieront 80% de. Mais oui, certes, je suis chanceux d'avoir dans ma vie découvert, mais en fait tout ça vient après 25 ans de travail de ouf comme un dingue, quoi. J'ai quelqu'un dernièrement qui me disait je suis en train de préparer un projet que je veux faire dans quelques années d'une marche de 2500 km pour des enfants handicapés en fauteuil roulant. Et quelqu'un qui me disait t'as de la chance, tu vas voir du pays. Je disais mais ta phrase juste est complètement, c'est hors sujet parce qu'en fait c'est pas une chance et en même temps, on est tous chanceux de respirer, de vivre. Par exemple, on est peut-être chanceux d'être en France quand tu vois les conditions de vie ailleurs. On peut pas toujours tout expliquer par la chance. Alors oui, la chance, ça se provoque. Oui, il y a beaucoup de chances qui se provoquent. En fait, à un moment donné, je préfère entendre t'as de la volonté ou t'as du courage ou je sais pas. Ce qu'on a tous encore une fois, plutôt que t'as de la chance. Il y a une part de la chance qui se provoque. Voilà. Et des fois, il y a vraiment de la chance. Ok, mais c'est plutôt t'as joué à un jeu et t'as eu de la chance. Oui, d'accord. En même temps, si t'avais pas joué, t'aurais pas gagné. Certes, voilà. Mais effectivement, tu prends un truc au grattage, tu grattes, tu gagnes, alors que les autres à côté de toi, ils ont pris le même truc que toi et t'as de la chance. C'est la chance du grattage et t'as gagné. Ok, très bien, t'as de la chance. Mais quand tu vas au CES de Las Vegas en t'autofinançant pour aller faire des interviews là-bas et travailler à peu près quelque chose comme 80 heures dans ta semaine là-bas, complètement défoncé en faisant tes interviews la journée là-bas et puis tes rapports la nuit, tu dors pas, que tu reviens, tu trembles, t'es HS, t'es crevé et que t'as bossé comme un dingue et qu'on te dit t'as trop de la chance d'avoir été à Las Vegas. Je dis non, quoi, t'es allé travailler et t'es HS, t'es crevé, mais c'était génial par contre, oui, et t'es fier de toi, oui. C'est pas juste de la chance, tu vois. Donc voilà, en fait, ça dépend de la façon dont on me le dit, ce genre de phrase là. Voilà, si on me dit juste t'as de la chance de faire ça, je vais plutôt expliquer les choses. Et par contre, voilà, ça peut être dit, ça peut être mal formulé, mais vouloir dire autre chose. Oui. Il faut être assez empathique. Et puis, ça peut ramener aussi éventuellement au rapport que la personne qui te dit cette phrase-là a avec elle-même. Elle est peut-être en train de se dire qu'elle aimerait, et donc il faut savoir aussi rester bienveillant en disant, regarde. Vous pouvez pas lui dire t'es un gros con. Voilà, c'est pas juste tu m'as dit t'as la chance, waouh t'es un gros con. Et juste regarde, tu peux le vivre aussi de cette manière-là et comme ci et comme ça. Voilà, c'est encore une fois, ça dépend vraiment de voilà. Mais c'est vrai que globalement, c'est une phrase, je t'avoue, quand on me dit juste ça comme ça, je fais bon, un petit moment où je me dis allez,
respire. On ventile. Ouais, c'est ça, ventile. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Ouais, bah ça rejoint quand même globalement quelque chose qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir vraiment. Je pense que moi, ce que j'ai pas perçu pendant très longtemps, encore une fois, c'était la force, la puissance de notre cerveau, tu vois. J'aurais aimé, en fait, et j'aimerais aujourd'hui qu'on apprenne aux jeunes, qu'on aille dès le plus jeune âge expliquer aux jeunes comment fonctionne leur cerveau. Et c'est con, hein, mais très jeune, ce qu'est un cerveau humain. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans un club de karaté avec des gamins qui avaient entre 6 et 14 ans. Et je leur ai expliqué le fonctionnement du cerveau, la peur. Parce qu'en fait, c'était pour leur expliquer en fait pourquoi ils ressentaient de la peur en allant faire des combats. Et je leur ai expliqué comment fonctionnait le cerveau, pourquoi ils avaient peur, pourquoi ils faisaient des cauchemars, pourquoi ils avaient la chair de poule, qu'est-ce qu'était la chair de poule, pourquoi ils avaient un peu mal au ventre avant un combat, pourquoi ils faisaient de la surventilation des fois, etc. Et en fait, je leur ai expliqué les mécanismes du cerveau et entre autres ce que le cerveau fait sur le corps, génère. Voilà. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise que j'avais ce cerveau-là, comme ça, qui fonctionnait de cette manière. Et j'aurais aimé, en fait, aussi qu'on me dise, t'as cette force-là. Donc, ton cerveau peut faire plein d'autres choses. Et donc, j'aurais aimé qu'on me donne le conseil de connais-toi mieux, plus tôt. Plutôt que je le découvre in situ à des moments un peu compliqués où c'était dur d'avoir 80 médocs entre minuit et 23h59 dans une journée et puis d'être sous perf dans le coup et de te dire à ce moment-là putain peut-être que je vais quand même vivre. J'aurais aimé qu'on me le dise avant, mais donc j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil de aussi étudie. Et en fait quand je dis aujourd'hui moi aux gamins étudie, c'est pas juste sois bon à l'école, tu vois, en mode comme on nous le disait avant, il faut que tu aies des bonnes notes, hein. Non, c'est vraiment en fait étudie parce qu'en fait nourris ton cerveau, tu vois. Nourris ton cerveau parce qu'en fait plus tu vas nourrir ton cerveau, plus ton cerveau va être puissant, va être fort en fait. Et avec cette masse de connaissances, ces cordes, en fait, tu vas t'ouvrir encore le champ des possibles, la compréhension des choses, des gens, etc. Et ça vaut toutes les drogues que tu veux. Franchement. La connaissance, en fait. Mais pas la connaissance, c'est-à-dire pas l'intellect. C'est pas sois intelligent et 20 sur 20 à chaque dictée que tu vas faire, chaque exercice de maths, c'est juste apprends des choses, tu vois. Nourris-toi, nourris ton cerveau. Et connais le monde, connais les gens, connais les cultures. Ouvre-toi aux autres cultures. Ça c'est les biais culturels, tu vois. Il y a rien de pire que les biais culturels, quoi. Oh, t'as fait ça, donc t'es quelqu'un de mauvais. Non, c'est juste que dans ma culture, c'est normal, dans la tienne pas. Basta. Parce qu'il n'y a pas la même formulation, c'est pas la même phrase et c'est pas la même incidence. Et donc, c'est ça que j'aurais, en fait, c'est toutes ces choses-là que j'aurais aimé entendre. Donc c'est ça que je dis à ma fille, moi, aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je suis fier, parce qu'en fait, elle intègre ces choses-là. Ce fait que je vois ma fille évoluer comme moi, j'ai pas évolué à son âge, parce que j'avais pas tous ces bagages-là. J'essaye juste de donner à ma fille, non pas des ordres et des grandes phrases qui tuent, mais plutôt j'essaie de l'ouvrir à ces choses-là. Ouais. Et qu'elle ait les bagages suffisants pour s'ouvrir à elle-même au reste. Ouais. Là, aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes prochains défis? Clairement, en termes de défis, là, je vais bientôt prendre un nouveau poste professionnellement. Bon, voilà, ça va être un nouveau challenge professionnel. Mais moi, vraiment, mon défi ces prochaines années, c'est cette marche de 2500 km. Faut savoir que donc moi, j'ai plus d'artères qui fonctionnent normalement dans mon corps. Ce sont que des réseaux de veines en fait collatéraux qui contournent des bouchons. Et là, on vient de me mettre un tube de 20 cm dans le bide pour que le sang repasse de nouveau entre le ventre et la jambe droite, d'où l'opération de février. Mais mon but c'est de faire une marche de 2500 km en partant de chez moi, de mon appartement à Rueil-Malmaison dans le 92, et d'aller jusqu'au Maroc en marchant, et de traverser donc la France, l'Espagne et une grande partie du Maroc, tout ça sur 3 à 4 mois de marche. Génial. Et en faisant un live tous les jours et en mettant chaque semaine en avant un projet pour un enfant handicapé qui serait soutenu chaque semaine par une personnalité, et tout en écrivant un livre à distance que mes étudiants écriront pour moi et que je leur dicterai pendant 1 heure par jour, et en faisant des conférences sur le chemin. Tout ça en faisant marcher l'écosystème digital et tout un tas de partenaires pour aider en fait les projets des enfants handicapés, des familles des enfants handicapés. Voilà. Donc ça c'est un défi.
La marche est un défi. Créer cet univers autour des enfants de façon à ce qu'ensuite ça perdure et que d'autres prennent le relais et qu'en fait il y ait toujours des gens qui marchent. Là, moi, je suis pas dans la politique. Moi, je veux marcher pour des projets concrets, pour des enfants qui ont besoin qu'on les aide et pour des familles aussi. Il faut savoir que c'est compliqué. Moi, je connais des personnes qui ont, par exemple, une dame que je connais a 2 enfants en fauteuil roulant sur 3 et ne peut pas, en fait, les amener tous les deux dans une voiture. Il lui faut une voiture qui permette de mettre 2 fauteuils roulants électriques en même temps. Donc et ça coûte des dizaines de milliers d'euros, un véhicule comme ça, plus tout l'équipement. Or, elle a des problèmes d'argent. Donc là, typiquement, tu vois, le but serait d'aider à financer des projets concrets qui permettraient à des enfants handicapés qui ont tendance à se dire « ma vie est impossible ». Ce qui arrive devant est impossible, que si, c'est possible. Et pourquoi pas aller dans tels endroits, pourquoi pas aller travailler de cette manière-là, pourquoi pas continuer à côtoyer telle ou telle personne parce qu'on va donner des moyens en fait. Il faut donner des moyens. Pour ça, c'est des projets. Et pour ça, il faut faire du bruit. Et on est dans une époque où, hélas, si tu fais pas de bruit, ces personnes-là ne sont pas entendues. Donc moi, mon défi, c'est de faire du bruit pour qu'ils soient entendus et qu'on puisse aider des enfants qui vivent des enfances compliquées de par un handicap. Donc ils ont un double combo. Leur problème de santé et en plus de ça, problème social, la sociabilisation en fait de ces enfants. Et donc il faut les aider. Voilà. J'ai aussi un autre projet qui est de créer des passerelles en fait digitales entre nos écoles en France et des écoles en Afrique. Dans certains pays en fait on manque de professeurs et en fait il y a des élèves qui sont dans des écoles sans prof mais qui sont parqués dans des classes. Voilà, et j'aimerais qu'on puisse installer des écrans et des tablettes pour qu'ils puissent suivre en fait dans des pays francophones par exemple, ils pourraient suivre des cours qui seraient donnés dans des écoles en France et interagir avec des tablettes avec des enfants dans les classes. Et ils pourraient en fait nos enfants en France pourraient aider en fait des enfants dans d'autres pays grâce aux tablettes et grâce à des solutions haptiques et digitales, donc tactiles et des écrans. Il suffit d'avoir des écrans, des écoles qui soient volontaires, des tablettes et on peut monter ce genre de projet. Voilà. Et ensuite il faut un réseau. Voilà. Mais là on est en train d'équiper en fait des pays de réseaux qui permettent demain d'aller vers ce genre de solutions. Voilà, ça c'est les défis un peu que je me donne dans les années à venir. Sacré défi. Ouais, mais c'est important aussi, quoi. C'est important, encore une fois que tu vis, tu fais quoi avec, tu vois, tu vis pour toi, tu vis pour ta fille et toi, tu vis pour, faut essayer d'aller, moi j'ai besoin de gens. D'ailleurs, pour ces défis-là, j'ai besoin de gens. Ouais, clairement. Donc en fait, c'est pas juste un défi personnel, en fait, c'est un défi, on a plein de défis, il y a plein de défis dans l'humanité. Mais c'est juste qu'on peut pas porter tous les défis, donc il faut se donner les siens. C'est ça. Voilà les miens. Ouais. C'est du coup, à quelle échéance tu voudrais faire la marche? En fait, la marche était prévue normalement cette année, donc elle a pris 2 ans de retard à cause de l'opération. Voilà, moi j'ai besoin d'un entraînement complet d'une année en fait pour savoir que je peux marcher 25 km par jour, que ce soit sur plat ou en montagne. Et ce pendant des mois. Ouais. Et donc voilà, j'ai besoin d'1 an pour vérifier que mon corps refonctionne à peu près normalement et que les veines et que les artères ne lâchent pas. Ouais. Et j'ai besoin d'une 2e année d'entraînement. Donc voilà, l'échéance ce serait partir au 1er juillet 2022. Ouais, en plus du coup tu pars quand il fait chaud. Oui, parce qu'en fait le but c'est d'être en juillet et jusqu'à mi-août en France, mi-août à fin septembre en Espagne. Et Maroc sur le mois d'octobre. D'accord. Voilà, essayer d'avoir le moins, comme j'aurai aussi un équipement avec caméra, appareil photo, de quoi faire des lives et tout, un sac qui aura de quoi faire des recharges solaires et tout. Il faut que je sois le plus possible par un temps, pas trop si chaud, possible ensoleillé. Ouais. Moi, je supporte très bien la chaleur. J'ai des origines aussi qui font que je supporte très bien la chaleur. Par contre, faire tout ça sous l'orage, la pluie, etc., là, j'avoue que ce sera compliqué, et pour plein de raisons en fait. Donc, mon but, c'est de faire ça entre juillet et octobre, dans 2 ans, si possible. Ok, bon, on se tiendra au courant. Ouais, c'est ça. À qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Écoute, pour le coup, si je dois dire merci à quelqu'un, en premier, je dirais peut-être Caroline, la maman de ma fille, parce que de par en fait, de par notre rencontre, en fait, est née celle qui me rend fier, heureux tous les jours, et puis
un peu toutes les personnalités dont on parle aussi tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est vraiment toute cette inspiration, mais il y en a plein que j'ai pas cité, hélas, mais en fait il y a plein d'inspirations qui viennent aussi de ces gens-là. Donc ce sont des personnes qui comptent dans ta vie, et puis voilà. Après, c'est à ma fille elle-même, tout simplement, quoi, parce que c'est vrai que à travers elle, tous les jours de ma vie, moi, je suis heureux. Mais on pourrait dire merci à plein de gens dans notre vie, en vérité. Tu vois, merci de m'avoir invité. Toi. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Il y a pas qu'une personne à qui on peut dire merci, quoi. Il y a plein de raisons de dire des grands merci à plein de gens. Et c'est important de le faire. Et il faut savoir le faire. Il faut savoir sortir de cette pudeur, de dire excuse-moi, de dire j'ai tort, mais aussi de dire merci, tout simplement, quoi. Voilà. Donc merci Charlotte. Merci beaucoup Arnaud. À très vite. À très vite. J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être alerté de la sortie du prochain épisode de Pourquoi pas moi. Je vous dis à jeudi prochain.